Bien, merci. Effectivement, c'est un débat inédit avec Laurence Bottero, qui connaît bien sûr Ludovic, mais qui connaît bien aussi, je connais plus, et plus peut-être Rodolphe Saadé. Nous allons essayer de vous proposer en 20 minutes, avant d'avoir un rendez-vous assez original avec le port de Hambourg, puisque, comme vous le savez, la ville de Marseille est en délégation au port de Hambourg pour un partenariat. On les aura en duplex dans 20 minutes. On a 20 minutes pour dialoguer avec nos deux invités. Laurence, je te propose de commencer tout de suite bien sûr. avec l'actualité de Rodolphe Saadé. Donc on parle Smart City et digital et on va rester dans l'actualité. Vous avez inauguré officiellement hier votre incubateur The Box. Vous en attendez quoi? Et pourquoi The Box? Bonjour à tous. Peut-être avant de répondre à votre question, ce que je voudrais rajouter, c'est quand vous avez présenté Ludovic, vous avez dit ce dont on pouvait parler, lui et moi, mais ce que je rajouterais également, c'est le coût. Parce que finalement, le digital, c'est bien, mais au final, est-ce que ça nous permet d'économiser ou pas? Ça, c'est un vaste sujet, mais je pense qu'il est intéressant aussi de le garder en tête. Maintenant, par rapport à The Box, oui, nous étions très heureux hier d'inaugurer notre incubateur The Box au Castel. Donc, nous avons loué 850 mètres carrés et donné la possibilité à une quinzaine de start-up, j'espère d'ici la fin de l'année, de pouvoir bénéficier d'un endroit au calme, où ils peuvent réfléchir à des nouveaux projets, des projets innovants. Nous avons 5 partenaires qui se sont joints à nous, Accenture, Centrimex, Ernst & Young et BNP Paribas. L'objectif, à nouveau, c'est d'aider ces jeunes entrepreneurs. Certains viennent de Marseille, d'autres viennent de l'étranger. On a une start-up qui vient du Maroc et une autre du Liban. Et j'espère qu'on continuera à pouvoir accueillir d'autres start-up. Le cadre de l'activité de l'incubateur, ce n'est pas uniquement le transport maritime et la logistique. On est ouvert évidemment à d'autres métiers, d'autres activités qu'on pourrait accueillir évidemment dans l'incubateur. Aujourd'hui, vous êtes avec Ludovic Lemoine de Sigfox. Vous avez donc votre propre incubateur. Ceci dit, votre regard vers les startups, vers l'innovation, vers le digital, date déjà d'il y a quelques années, notamment avec Traxens. Vous avez inventé le conteneur connecté qui est en passe de devenir un standard. La stratégie digitale, vous l'avez pensée comment il y a 5 ans, quand on parlait peut-être un peu moins des startups et du digital, et comment vous vous projetez dans les 10-15 ans à venir? Je pense que ce qui est important pour nous, CMA-CGM, aujourd'hui, c'est nous différencier de nos concurrents. Et le meilleur moyen pour se différencier, c'est d'offrir des solutions innovantes et des produits qui leur apportent de la valeur. Et donc, l'idée de Traxens, c'est de dire à certains de nos clients, on vous donne la possibilité de pouvoir traquer votre conteneur, peu importe où il se trouve. Et on va jusqu'à même dire à certains de nos clients qui transportent de la marchandise réfrigérée, des bananes, de la volaille, de la viande, de pouvoir aussi, à partir de la puce mise à disposition par Traxens, leur donner la température à bord du conteneur. Donc ça, c'est bien parce que ça permet à nos clients d'être connectés en permanence et ça leur permet aussi, j'espère, de réduire leurs coûts. Alors moi, je voudrais rebondir tout de suite sur cette question et proposer à Ludovic Lemoine de réagir parce que on voit, vous avez mis sur les flots un porte-container géant qui a fait un peu l'actualité, pas seulement pour les questions posées par l'ancien ministre de l'écologie, mais aussi parce qu'en fait, c'est un événement important, c'est un symbole de la mondialisation, des échanges dont vous êtes un groupe évidemment emblématique. Et j'avais envie de demander à Ludovic, donc, qui lui travaille dans les objets connectés, aujourd'hui ces containers sont tous connectés, on peut les tracer, lui qui est dans cet univers et qui propose une technologie avec une vision mondiale de cette technologie, finalement si on rapproche ce que fait Rodolphe Saadé avec ses porte-containers connectés et votre métier, quelle vision vous avez du futur, finalement, de ce que peuvent apporter cette connectivité? Est-ce qu'on va vivre dans un monde complètement connecté? Ça, c'est une vaste question. Je pense qu'on n'a que 20 minutes. On n'a que 20 minutes, hein. Ça va être un peu compliqué alors, de tout vous dire. Non, tout à fait. Je pense que CMA-CGM est un leader mondial dans son domaine du transport. La connectivité, effectivement, des containers est un enjeu majeur parce que c'est la supply chain. On a envie de tracer un produit depuis sa fabrication
jusqu'au client final. Donc chaque élément est important. Par contre, Rodolphe a commencé par ça et je pense que c'est fondamental d'avoir conscience que le coût est clé. Une donnée, c'était le thème de la conférence précédente, en elle-même, elle porte une valeur. Si elle n'a pas de valeur, c'est pas la peine de la remonter. Et donc, dès l'instant qu'on prend une valeur, la position d'un conteneur, sa température, ça peut être dans une ville, l'état des containers de déchets, etc. Si on n'est pas capable d'évaluer sa valeur, je pense qu'on ne commence pas à travailler. Dès l'instant qu'on a quelque part donné une valeur ou une gamme de valeurs, ensuite vient l'Internet des objets, vient la capacité de dire comment je la remonte cette donnée et à quel coût. J'appelle ça le coût de production. Et je fais souvent la parallèle avec le pétrole. Il y a un siècle de ça, on n'avait pas créé cette économie de trilliards de dollars. Et dès l'instant qu'on a commencé à extraire le pétrole du sol, on a créé une économie gigantesque. Celle des données va être encore très très supérieure dès l'instant qu'on fait très attention à ce qu'on fait et qu'on prend garde avant de se jeter sur la technologie, parce que connecter quelque chose, on le fait depuis maintenant 20 ans, 30 ans, on sait tout connecter aujourd'hui. Par contre, à quel coût? Et c'est à quel niveau de détail? Et c'est là que nous, on est en train de déployer un réseau mondial avec une recherche demain de se passer des batteries, parce que des milliards d'objets, des milliards de batteries, c'est un vrai problème environnemental. Le coût d'attendre vers zéro, si on veut collecter demain cette bouteille d'eau sur la table, pour plein de raisons. Donc aujourd'hui, ça peut paraître un projet fou, mais il n'est pas si fou que ça à l'horizon peut-être de 3 à 4 ans. Donc voilà, ça c'est vraiment l'enjeu. Pour moi, la connectivité doit être simple. C'était dit tout à l'heure par la personne de Traxens qui a très bien dit qu'il faut des choses plus ou moins standards, parce que si on fait chacun son réseau, on va multiplier les coûts. Si on met 2 antennes, les opérateurs télécoms aujourd'hui, en France notamment, ont mis chacun leurs antennes sur des tours, on a multiplié les coûts par 3, par 4. Si on a mis une seule infrastructure d'antenne, on avait été monté sur la valeur, les opérateurs avaient travaillé la valeur avant, laisser être transformés en simplement tuyaux. On les aurait dans d'autres positions. Donc c'est vraiment important de repenser les choses aujourd'hui avec beaucoup de pragmatisme, de logique. Et ça a été mentionné aussi, on a quand même des barycentres qui sont la Chine, les États-Unis. Si on veut vraiment exister, au-delà de la volonté forte, il faut vraiment faire ça avec beaucoup d'intelligence et de réflexion. Alors, une question pour rebondir à Rodolphe Saadé. Si on regarde vraiment comment le monde est en train de changer, les grands logisticiens, les génies de la logistique, aujourd'hui, c'est Amazon, c'est Alibaba. C'est ce qu'on nous raconte, nous les journalistes, en tout cas, je ne sais pas si c'est vrai, mais ceux qui pratiquent et qui achètent voient bien cette capacité de servir, et donc d'un bout à l'autre de la planète, ils utilisent éventuellement un certain nombre de transporteurs. Comment est-ce que vous positionnez? Parce que la chaîne de valeur est en train de changer, on le voit bien. Vous n'êtes pas seulement aujourd'hui un transporteur maritime, je regardais un petit peu vos présentations. Est-ce que votre idée, c'est de devenir un grand logisticien porte à porte? Est-ce que ça pourrait aller jusque-là? Absolument. On part toujours du même constat qui est de dire qu'est-ce que je peux faire pour créer de la valeur à mon client. Et à partir de là, on a parlé du digital et la question de la logistique a tout son sens. Aujourd'hui, CMA CGM est un transporteur maritime. On opère des navires qui desservent les différents ports du monde, mais pas que. On a pris une participation dans une société de logistique qui va nous permettre d'offrir à nos clients non seulement de l'espace à bord de nos bateaux, mais également tout ce qu'il y a avant et après. Et on est en mesure de leur offrir toute la chaîne logistique. Et nous pensons que pour nous aussi, CMA CGM, il y a de la valeur à offrir de la logistique terrestre, et pas que du maritime. Les marges sur la partie maritime sont plus faibles qu'il y a quelques années parce que la concurrence est rude et peut-être parce qu'il y a un peu moins de volume à transporter, alors que sur la terre, il y a des revenus intéressants à aller chercher. Et donc nous, ce qu'on voudrait, c'est être un acteur global, un acteur de la chaîne logistique qui offre à ses clients une solution de bout en bout. Et dans ce cadre-là, les objets connectés, la connectivité, c'est un levier important? Bien sûr, les objets connectés ont tout leur sens. On parlait de Traxens. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est le coût. Si le concept est bon, s'il coûte trop cher, ça ne sert à rien. Et Sigfox, c'est bon, alors c'est pas cher? On est en train de tester Sigfox. On va parler un peu prix, Ludovic et moi, après. Mais ça a l'air pas mal. Non, parce qu'on avait fait un pari. On avait fait un pari. L'objectif était de vous faire sourire au cours de là, parce et comme ça, je donc c'est réussi. Hein. Ouais, c'est réussi, Rodolphe. Et je mettrai un peu de pression sur Traxens pour réduire un peu leurs coûts. Très bien. J'ai une question. On parle beaucoup de Traxens, effectivement. Ceci dit, vous avez aussi participé avec une autre PME du territoire qui s'appelle EMIG sur justement. Alors c'était encore plus le service. C'était vraiment plus du service parce que ça touchait tout ce qui est restauration et alimentation. C'est de pouvoir transporter les homards vivants. C'est le concept qui est génial, c'est de dire qu'on peut faire traverser l'Atlantique à des homards vivants.
Alors, les premiers containers, je ne garantis pas que tous les homards sont arrivés vivants à bon port, parce que les 7 jours de traversée ont été un peu compliqués. Mais à terme, notre objectif, avec nos amis d'EMIC, de trouver la bonne solution pour pouvoir transporter des homards du Canada vers Le Havre et ensuite ailleurs en France, et de pouvoir commercialiser davantage les homards. Mais bon, pour l'instant, il y a encore du boulot au niveau de la technologie. Ludovic, votre métier, c'est une grande bagarre quand même, parce qu'il y a une technologie, on ne va pas rentrer dans le détail technique, on n'a pas le temps, mais qui est celle que vous proposez, qui vise effectivement à avoir une approche mondiale et un standard qui soit à bas coût. Et puis, vous avez de grands concurrents qui ne sont pas forcément que vos meilleurs amis, notamment dans le secteur des télécoms, qui disent nous, on voudrait proposer nos propres offres. Quand vous parlez à vos clients, par exemple, comme Rodolphe Saadé, comment est-ce que vous arrivez à le convaincre que c'est vous le meilleur? Aujourd'hui, moi, je considère qu'on n'a pas de concurrents mondiaux sur la proposition de valeur, qui est un réseau, aujourd'hui, qui couvre à peu près 1 milliard de personnes. Et prochainement, on aura quelques satellites qui vont finir de couvrir la planète entière. Et on a des coûts de connexion. Aujourd'hui, le module, c'est un composant électronique qui valait $12, il y a 12 euros, il y a 5-6 ans, qui est passé à 2 euros il y a 2 ans, à 20 centimes, et qui sera monté industriellement à 20 centimes cette année à Berlin, et produit en millions par nos partenaires Alps notamment et Lighton. Et moi, l'enjeu, c'est ça. Je me lève le matin pour réduire le coût, réduire la consommation. Vous verrez des objets qui vont être présentés à Berlin au mois d'octobre où il n'y a plus de batterie. Alors ça marche comment c'est la propre énergie. Par exemple, quand c'est un bouton, c'est votre propre énergie en appuyant sur le bouton qui va envoyer le message. Ouais. On va montrer des choses, je ne vais pas tout dévoiler, mais voilà, à chaque fois, on capte l'énergie qui est autour de nous, à pas cher, parce qu'on va sortir des produits qui vont être à quelques euros. Donc, pas de batterie, quelques euros. Et c'est ça. Moi, je me réveille le matin pour ça. Et quand on fait ça, on n'a pas de concurrent. Après, les télécoms, ça évolue. On est sorti dans un monde où ils pensaient que l'IoT, c'était pour eux. Et quand on est arrivé sur cette place-là, il y a eu beaucoup d'énervement. Mais à la sortie, ce qu'on fait, c'est très différent. Donc, on n'est pas en compétition. Le overlap entre les télécoms traditionnels et nous est faible, voire quasiment nul. Par contre, il y a un vrai levier à travailler ensemble. Mais ce qu'on fait avec les discussions qu'on a avec CMA, CGM, que je peux avoir aussi avec Total, Michelin, d'autres groupes industriels, je pense qu'on a vraiment intérêt. Et les télécoms, quels qu'ils soient dans leur pays, devraient être au service des industriels. C'est à monter ensemble des JV, monter des phases de conquête, parce que je pense qu'on est toujours en train de... Moi, je viens de Toulouse, donc à Toulouse, on a des cathares, dans cette région, ils ont fait des murs, ils sont morts dans leurs murs. Si nous, en France, on fait des murs et on reste chez nous, on risque de mourir dans notre pays, c'est pas bon. Donc il faut être à la conquête. Et la conquête avec des fleurons, donc des CMA pour le domaine du transport maritime, mais Michelin dans le pneu et autres. Si ensemble on construit des offres en rupture et on attaque l'international, mais vaillamment avec des vraies offres compétitives en rupture, on va pouvoir donc sortir un peu des cassandres du monde qui prévoit que l'Europe va devenir le tiers-monde numérique. Moi, j'y crois pas. J'ai envie de me battre. Tant que je serai encore vivant, je me battrai pour ça. Et c'est pour ça qu'on est là. Donc le réseau Sigfox, il est au service des industriels et a priori, pour moi, d'abord les industriels français, voire européens, et ensuite mondiaux. Mais c'est un vrai combat et je pense qu'il faut sortir de ces clivages et voir que, parce que c'est grand, des objets, ce sont des milliards d'objets, l'espace est grand, tous les verticaux, la santé, le transport, l'énergie, tout va être impacté par la connectivité au sens large. Donc arrêtons de faire des combats locaux et travaillons ensemble et soyons intelligents. Rodolphe Saadé, vous êtes un acteur essentiel du port de Marseille. Le port de Marseille, ce n'est pas le premier port européen. Il y en a peut-être le potentiel. Est-ce que justement, par ces nouveaux outils technologiques, est-ce que le port de Marseille, qui a parfois été critiqué par on va dire, une culture de la grève, on va appeler ça comme ça, est-ce que par ces nouveaux outils de productivité, est-ce qu'on peut imaginer finalement rattraper le retard, redonner de la productivité, redonner de la marge et donc un avenir, des emplois nouveaux, pas seulement des robots, mais pour les hommes et les femmes qui y travaillent? Peut-être plusieurs commentaires. Le premier, c'est vrai, aujourd'hui, le port de Marseille-Fos fonctionne très bien. Donc quand ça marche, il faut le dire, et nous, on le dit. Avec la nouvelle gouvernance à la tête du port de Marseille-Fos, ça se passe très bien et j'espère que ça va continuer ainsi. Et les grèves sont derrière nous. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est sécuriser les clients qui ont choisi de venir à Fos et à Marseille et s'assurer qu'ils ne vont pas ailleurs. Parce que la concurrence en Méditerranée est importante. Vous avez Gênes, vous avez Barcelone, vous avez Valence. Et il faut à tout prix que Marseille-Fos continue sur cette bonne lignée.
en France, il y a également le port du Havre, qui lui aussi est un port qui fonctionne très bien, qui a une bonne productivité. Et de manière générale, je dirais qu'aujourd'hui, la situation sur les ports français est bonne. Alors donc, est-ce que la technologie, tout ce que vous êtes en train de faire, ça va permettre d'être encore meilleur? Sûrement, ça ne peut qu'aider à améliorer la productivité et s'assurer que nos navires sont traités en temps et en heure quand ils arrivent dans les différents ports. Très bien. Non, mais Laurence. juste une dernière question, c'est sur votre stratégie sur le digital, j'y reviens. Vous réfléchissez déjà au coup d'après, ça peut être quoi? Ce qui est important pour nous, comme le disait Ludovic, c'est de mettre en place des partenariats. Et l'idée d'une joint venture entre Michelin, Sixfox et CMA-CGM est très belle. Et donc, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. On arrive à réfléchir à des solutions innovantes pour nos clients. Et si le client est content, il va continuer à utiliser la technologie Sixfox et charger à bord de nos bateaux. Donc, tout le monde est content. Parfait. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Alors, on va vous... Ludovic, oui, un mot. Oui. Je pense que moi je suis du Havre, donc pour le petit clin d'œil, deuxième grand port français, voilà. Et je pense que il faut qu'on soit à la fois un petit peu chauvin, mais en même temps on travaille ensemble, donc il faut juste mettre les bons curseurs, parce que on parle de la France, là, on parle de et voir aussi de l'Europe. Donc je pense que voilà, moi c'est mon combat. T'entends, c'est bien aussi de parler avec The Box. Je pense qu'il y a l'IoT Valley qu'on a construit à Toulouse. Je pense moi j'ai envie de travailler avec Rodolphe aussi sur The Box, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas partager et de ce qu'on a appris d'un côté, parce qu'à la sortie c'est des startups, c'est des jeunes qu'on va aider à former, à grandir, à aller le plus vite possible à la conquête du monde. Donc on ne va pas se limiter à Toulouse ou Marseille, on va travailler ensemble, on va être intelligent, je pense. Donc tu peux être le 6e partenaire de The Box, c'est ça? Tout à fait. D'accord, parfait. Vous avez bien fait de venir. Alors justement, d'abord, restez avec nous. Merci beaucoup, on peut les applaudir pour cet échange qui était très intéressant. C'est toujours trop court, mais en même temps, à la tribune, il faut donner du rythme un petit peu à nos débats. Et là, on va vous proposer un duplex avec Hambourg. Alors, à Hambourg, les voilà. Bonjour. 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 Est-ce que vous nous entendez? Alors, nous avons donc à Hambourg Christine Cabot-Vorel, qui est la présidente du port de Marseille. On vient d'en parler avec Rodolphe Saadé. Et Fantian Suezongdam, qui est la présidente, la responsable, Digital et Business Transformation et responsable du Smart Port Programme Management du port de Hambourg. Bonjour à vous aussi. Alors, peut-être avec Laurence Bottero, on va vous interroger. Laurence, peut-être peux-tu prendre le relais? Vous avez signé, Madame Cabot-Vorel, hier un accord de partenariat avec le port d'Hambourg. Pourtant, vous êtes concurrent européen. Quel est le but de ce partenariat? Oui, bonjour. On est très content d'être en duplex avec vous, puisque aujourd'hui, on accompagne la délégation de la ville de Marseille qui, pour l'anniversaire du 60e anniversaire du jumelage entre Hambourg et Marseille. Et donc, c'était une bonne occasion pour pouvoir signer cet accord de coopération avec le port de Hambourg, entre le port de Hambourg et de Marseille, sur lequel nous travaillons depuis plus de 6 mois maintenant avec le port de Hambourg. Alors, on n'est pas concurrent du port de Hambourg directement. On n'est pas concurrent parce que d'abord, on est sur deux façades différentes. Il n'y a pas aujourd'hui, à ma connaissance, de marchandises françaises qui transitent par le port de Hambourg et pas beaucoup de marchandises allemandes qui transitent par le port de Marseille. Et puis, on est ensemble, finalement, 2 ports de ville. Et donc, on a finalement plus en commun à discuter que de points de compétitivité qui pourraient nous séparer. Donc, cet accord de coopération, il va nous permettre de pouvoir travailler de façon très, très concrète sur des sujets comme la réduction des impacts de l'activité portuaire et maritime à l'intérieur d'une ville, qui est un sujet qui touche Hambourg particulièrement et qui, évidemment, a beaucoup de points communs avec Marseille. L'idée, c'est de mettre en commun nos réussites, mettre en commun aussi, en tout cas éviter de mettre en commun ce qu'on a pu développer et qui a un peu moins bien marché. Pourquoi pas de travailler ensemble sur des pilotes, toujours dans cette vision de renforcer la connectivité pour faciliter le passage de la marchandise à travers un port. Ça, c'est le Smart Port. Et puis, sujet d'actualité, comment améliorer la sustainability du port dans la ville. C'est un sujet majeur pour Hambourg, c'est un sujet majeur pour Marseille.
on a des expériences techniques, sociétales, environnementales que nous pouvons partager. Et nous sommes très heureux d'avoir maintenant un accord qui va nous permettre de rentrer concrètement dans la déclinaison de ces solutions. Merci. On peut peut-être entendre, mais j'imagine qu'elle a le même avis, votre voisine, Madame Zhuangdam. Quel est le sens de ce partenariat? Qu'est-ce que vous en attendez? Could you please put the question in English? I'm very sorry. Expect from this new partnership. I was told you were still speaking French. I am sorry. So the same question. Why is this cooperation? Yes, since we have starting this program of the Smart Port, and we realized that the digitalizations and all the technological challenges that we are coping with, it is the best way to really cope these challenges together is to collaborate. And that's why since 2013 we are collaborating with some others, port and also with Marseille. And with this partnership, we would like to intensify this partnership together and really to concentrate on the issues that we are having common interests together. And by doing so, with this partnership, we could go into identify really specific projects that we could do together to exchange deeply more into the details, what are really our challenges, what kind of the solutions that we could really share so that we have the better distributions of knowledges that we have gained and experience that we have done so far also with Marseille. Merci beaucoup. Alors, on a la chance d'avoir à la fois la présidente du port de Marseille, qui est à Hambourg, et puis on a le principal transporteur, le président de CMA-CGM, Rodolphe Saadé, qui est avec nous, qui vous regarde. Alors là, on va faire quelque chose qui n'était absolument pas prévu, mais je vais proposer à Rodolphe Saadé de peut-être réagir à ce qui vient d'être dit sur cette coopération, à ce qui a été dit, et peut-être, si vous voulez, poser une question à Madame Cabot-Vorel sur l'importance pour vous de ce projet. Prenez le micro, pardon. Bien sûr. Christine, j'espère que tout se passe bien pour toi à Hambourg. De manière générale, je pense que tous les partenariats entre les ports est bon. Parce que si ça, au final, ça permet aux utilisateurs des terminaux et aux clients de pouvoir bénéficier d'une meilleure productivité, de coûts qui restent raisonnables et une qualité de service irréprochable, on va que dans la bonne direction. Donc nous, par rapport à ça, on est évidemment très en faveur de tout ça. Et il a été évoqué la question de ce qu'on appelle en économie les externalités négatives, c'est-à-dire qu'un grand port, dans une grande ville, ça a des impacts sur l'environnement, ça a des tas de conséquences sur la ville. Qu'est-ce que vous pourriez faire de mieux? Qu'est-ce que cette coopération qui est évoquée pourrait permettre d'améliorer les choses en matière, j'imagine, d'impact sur l'environnement, de pollution, etc. Qu'est-ce que vous pourriez espérer de mieux? Vous me posez la question à moi ou à Christine? Alors, je pose la question aux deux. On va commencer par Christine Cabot-Vorel. Peut-être, qu'est-ce que vous attendez de mieux de CMA-CGM? Bonjour Rodolphe. On travaille beaucoup avec CMA-CGM sur ces sujets parce que CMA-CGM est très moteur. CMA-CGM a été le premier amateur à annoncer la commande d'une flotte de nouveaux navires au GNL. C'est un signe fort de l'implication d'armateurs dans ce combat, dans cette approche que nous voulons mener pour, encore une fois, réduire les impacts, ne plus opposer développement économique et développement durable. C'est très important pour nous, particulièrement dans le domaine des ports. Donc je sais que Rodolphe et toute son équipe est très impliquée là-dedans. Et donc travailler. Et puis il y a un challenge pour la Méditerranée qui arrive rapidement, c'est 2020, c'est la mise en place de la réglementation OMI sur 0,5% des émissions de soufre. Les ports, que ce soit Hambourg, que ce soit Marseille, pour travailler sur cette réduction des impacts, pour faire en sorte que le port dans la ville ne soit pas une source de nuisance, mais soit une source de croissance économique et que les nuisances soient prises en compte et soient traitées, nous avons besoin des armateurs parce que le port tout seul ne peut rien faire si des choix technologiques ne sont pas pris par les armateurs, CMA-CGM et le GNL,
Corsica Linea qui décide de brancher les navires à quai à Marseille, la Méridionale qui a été le précurseur et qui l'a déjà fait, ou d'autres armateurs qui vont choisir d'autres solutions et qui, dans le temps, vont nous permettre de régler au fur et à mesure une partie de ce problème des émissions du transport maritime. Le transport maritime n'est pas le seul responsable de la qualité de l'air dans une zone urbaine comme Marseille. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas le seul responsable qu'il ne faut rien faire. Et donc, nous nous y attaquons en mettant en place des coopérations comme celle que je suis très heureuse d'avoir signée hier avec le port de Hambourg, parce que nous allons pouvoir partager nos expertises. Nous allons pouvoir peut-être définir ensemble des pilotes technologiques que nous pourrons peut-être cofinancer, pourquoi pas. Et puis, évidemment, en étroite collaboration avec les armateurs, parce que c'est le choix de flotte des armateurs qui guidera comment les ports peuvent s'équiper pour pouvoir continuer à recevoir les navires qu'ils auront choisi d'équiper avec telle ou telle solution technologique. Bien, Rodolphe Saadé, est-ce que vous avez une réaction? Peut-être juste pour ajouter à ce que disait Christine, au-delà des problématiques environnementales, nous, armateurs, heureusement ou malheureusement, on continue à commander des navires de très grande taille. Et donc, ce qu'il faut, c'est qu'à tout prix, que ce soit le port de Marseille ou le port d'Hambourg, soient en mesure de pouvoir traiter des navires de 22 000, 23 000 containers qui vont commencer à être livrés à partir de l'année prochaine. Et donc, il faut que ces terminaux soient tout à fait équipés pour, quand ces bateaux qui viennent, qui coûtent très cher à opérer, puissent être opérés en temps et en heure dans les différents ports de la rotation de ces services. A question for Mrs. Zwezongdam. Did you hear me? Yes. We also have with us Ludovic Lemont, which is the CEO of Sigfox. You know Sigfox, is a French leader in IoT. So as you are head of digital and head of smart port program, what do you think about IoT in your activities, and what are the main cooperation you could have with new technologies? So I think we have been experiencing or piloting the IoT technology since 2013 already. And what we see the big opportunities using IoT is to really using this technology for our infrastructure management and also for the assets management lifecycle. And by doing so, we have started many projects already, putting sensors into our infrastructures objects where we can really be alert by those sensors. Having these as in our portfolio, we are hoping that the maintenance, the predictive maintenance, is what we are aiming for, could be realized in the future. Because right now, sometimes we have to really send out the people to check or inspect the infrastructure condition. But by the use of IoT, we hope that the sensors are powerful enough really to deliver the quality data, and then could bring us into the analytics capabilities to plan in advance what kind of objects that we have to be productive in the maintenance and repair, so that the availabilities and the capabilities of the infrastructure objects would be permanent. And we can also inform the users in the port more in advance what kind of planning on these activities that we have in the port could be affecting also the traffic itself. And then all the stakeholders could be better prepared. Ludovic Lemont can answer you. Does I have to answer in English or in French? If you want to speak to Mrs. Zwezongdam, you must speak in English. I fully agree with you about the fact that IoT and predictive maintenance is something key. But I would like to introduce for you and for here, for the smart city, for the mayor of Marseille, or for every city in the world, we have a challenge to do something that can be very, very big. If you imagine that what has done Uber, they used our mobile phone. Each driver owns his mobile phone, and we can connect together. And if we do the same thing for smart city or smart port, it meaning that we publish data coming from sensors, and we attach to each data a value, an amount of euro, of cash, that when you treat the data, you get directly this cash.
So to give you an example, it should be, for example, a trash which is empty, full. We attach $1 to that trash, and if someone gets the alarm that it is full, you take it, you empty it, and you get $1. So I think in this way, you can imagine to change the way that people work on the port, creating a lot of jobs, because today many people are talking about the threat of artificial intelligence killing jobs. I think if we look IoT that way, we should be able to create new jobs, new opportunity, and maybe simplify the life in the port, in the city, and maybe clarify and treat some environment standpoint for or concern for every citizen, for the world itself. Very interesting. Another question for both of you. What about robotization, automatization in the smart ports? Are you still going to have people in the port in the futures? L'automatisation, c'est un beau sujet. C'est un beau sujet sur le plan de la sécurité et de la sûreté du travail, notamment sur les quais. En revanche, c'est un sujet qui doit préserver l'emploi. Donc, nous, on n'est pas des opérateurs économiques qui sommes là pour détruire l'emploi. On est des opérateurs économiques qui doivent créer de la valeur ajoutée de manière à pouvoir s'assurer que nous développerons l'emploi, nous maintenons l'emploi d'aujourd'hui et puis travaillons évidemment sur l'emploi de demain. L'emploi de demain, c'est forcément des nouveaux métiers. Donc l'automatisation doit être prise pour ce qu'elle doit être, c'est-à-dire une amélioration globale des conditions dans lesquelles nous travaillons et dans lesquelles nous vivons. Donc amélioration de la sécurité, mais il faut accompagner évidemment tout ça. Moi je ne crois pas demain à un port sans travailleurs du port, d'abord parce que c'est un beau métier de travailler sur le port, et en plus parce que le port est là pour créer de l'emploi. En revanche, l'automatisation mesurée, réfléchie, elle doit amener une meilleure sécurité sur le lieu de travail. Donc, en tout cas, c'est pour nous, dans cette vision-là, que nous sommes intéressés pour travailler dans le cadre du Smart Port et dans le cadre de tout ce qui pourra être automatisé pour améliorer la sécurité des gens qui travaillent sur le port. Ce serait triste un port sans travailleurs. Non, peut-être que je ne me suis pas exprimé, c'était mon anglais qui n'était pas bon, mais je n'étais pas pour dire qu'on n'avait pas justement supprimé, on va en créer plus. Et on va créer des postes associés aux données. C'est ça mon point. Donc, je ne suis pas du tout dans l'automatisation à outrance et la suppression, parce qu'il faut quand même donner un avenir, un horizon à chacun. Donc, voilà, mon message était justement, dans le port, il y a plein de données qui vont être créées, et on peut améliorer les services pour les transporteurs, pour les clients finaux, en créant en même temps des jobs. Donc je n'étais pas du tout dans la mais l'objectif de ma question et du forum de la tribune n'était pas de provoquer une grève dans le port de Marseille aujourd'hui, rassurez-vous. Et j'ai réussi à faire rire une deuxième fois Rodolphe Saadé. Peut-être une dernière remarque de Rodolphe Saadé pour conclure cette table ronde et vous remercier, mesdames, de ce duplex. On va conclure et passer à la suite de notre événement. Rodolphe Saadé, moi, une j'ai conclusion. beaucoup aimé la réponse de Christine. De l'autre côté, quand on opère des bateaux de 400 mètres de long où il n'y a que 22 membres d'équipage, tout ça pour évidemment assurer la sécurité de nos navires, mais aussi avoir des navires qui sont les plus économiques possibles. Je suis sûr qu'au niveau des ports, de nombreuses études sont en cours pour s'assurer que les ports sont opérés de manière la plus efficace possible, à moindre coût. Bon, ça sera, je crois, le mot de conclusion. Laurence, on va donc remercier nos deux invités. On va les applaudir. Oui. Bravo à Ludovic Lemont, Rodolphe Saadé. Merci à Hambourg. Bye bye Hambourg. See you.